Ce n'est plus un secret, je possède une machine à voyager dans le temps. Ainsi, je l'avoue, j'ai récemment effectué un petit détour à l'époque victorienne pour une promenade. Cette période couvre la majeure partie du 19e siècle, sous le règne de la reine Victoria. Je me suis donc retrouvé en juin 1899, où j'ai observé la sortie d'un club de cyclistes féminines. Un détail rendait cette scène singulière, leur manière de s'habiller. Oui, toutes portaient de longues robes, des chapeaux, et certaines étaient même corsetées. Quand je monte à vélo, l'air du monde entier semble insuffisant pour respirer correctement. Et ces dames pédalaient pourtant parfaitement, compressées à moitié par leur corset. J'ai alors mené quelques recherches. Il s'avère que telle était la vie des femmes à l'époque victorienne et auparavant. Ce n'est pas une nouveauté. Autrefois, les femmes portaient essentiellement des jupes et des robes. Les dames issues de familles aisées, qui en avaient les moyens, changeaient de tenue plusieurs fois par jour, au moins en fin de matinée et juste avant le dîner. Mais chaque moment et chaque occasion avait sa robe, matin, après-midi, soirée. Il existait même des robes spécifiques à certaines activités, comme les promenades, les visites ou les bals. On trouvait également une tenue destinée au sport. Les robes étaient extrêmement longues, car il n'était pas jugé convenable pour une dame de montrer ses chevilles, ou, pire encore, une partie quelconque au-dessus. Quant au corset, bien qu'inconfortable et même nocif, limitant la respiration et pouvant endommager les organes internes, il constituait un élément essentiel de la tenue. Il soulignait la silhouette en sablier, un canon de beauté de l'époque, et reflétait le statut social de la dame. Les chapeaux servaient donc principalement à se protéger du soleil, tout en signalant la classe sociale et l'autorité de leur porteuse. Pas étonnant qu'avec tout cela, les femmes ne se soient non guère passionnées pour le sport. Dès leur plus jeune âge, on leur enseignait à rester au foyer, à danser, chanter, jouer de la musique, peindre et accomplir d'autres activités similaires. L'extérieur était réservé aux hommes, lesquels dominèrent les sports. Pourtant, un changement s'amorça. Très peu de femmes participaient aux compétitions d'athlétisme national. Néanmoins, un sport connut une certaine popularité parmi les femmes dans les années 1870, le pédestrianisme, ou compétition de marche. Effectivement, les femmes rivalisèrent pour savoir qui pouvait marcher le plus rapidement. En 1879, une épreuve opposa deux participantes sur 40 km, et une certaine Jessie Anderson remporta la victoire en accomplissant le parcours en 5h22. Puis survint un événement qui suscita l'intérêt des femmes pour le sport, le tennis sur gazon. Ce jeu fut inventé par un officier britannique à la retraite dans les années 1860 et breveté en 1874. Dans un premier temps, nul ne s'attendait à ce que les femmes manifestent des aptitudes athlétiques remarquables. Et elles étaient dissuadées de jouer de façon compétitive. Vêtues de leurs longues robes quotidiennes effleurant le sol, elles se contentèrent de renvoyer la balle avec grâce vers leur adversaire. Corsets et chapeaux limitaient également leurs mouvements et leur champ de vision. Un peu plus tard, elles commencèrent à revêtir des tabliers de tennis par-dessus leurs robes afin de les protéger de la saleté. Ces tabliers, ornés de broderies charmantes évoquant l'univers du tennis, comportaient même des poches pour ranger les balles. Cela ne pouvait durer. Se contenter de lancer la balle à une adversaire immobile n'offrait aucun plaisir, si bien que les femmes commencèrent à se mouvoir et à jouer de manière plus compétitive. De nouvelles tenues devinrent nécessaires. Finalement, au milieu des années 1880, les vêtements de sport féminins commencèrent à séduire le grand public, et les magazines publièrent des photographies de tenues de tennis élégantes. Toujours des robes, toujours longues, mais désormais suspendues à plusieurs centimètres du sol. Un triomphe. En 1887, une jeune prodige du tennis, Lottie Dod, remporta le tournoi de Wimbledon en arborant une tenue plus libre, dépourvue de corset. Ses adversaires plus âgés arguèrent que cette jeune fille jouissait d'une plus grande liberté de mouvement, n'étant pas entravée par ses vêtements comme l'étaient toutes les autres. C'est peut-être un argument légitime, on ne peut que s'interroger sur les performances de Serena Williams si elle avait été confinée dans un corset. Ainsi, l'idée des tenues de tennis traditionnelles fut remise en question. Dans les années 1890, les adaptations se multiplièrent. La robe fut simplifiée, sans ruban ni nœud, les chapeaux furent abandonnés, et la couleur recommandée demeurait un blanc uni. Un costume typique de tennis ressemblait alors à ceci. La compétition prit également son essor, et la fin de l'ère victorienne vit apparaître les premières championnes de tennis. Voici une photographie de l'équipe féminine, très éloignée de ce que nous connaissons aujourd'hui, mais il ne s'agissait que des débuts. En 1900, Charlotte Cooper participa aux Jeux Olympiques d'été et les remporta.
devenant ainsi la première championne individuelle féminine de tennis. Deux autres moments marquants façonnèrent le style sportif féminin. En 1920, une nouvelle révolution dans la mode du tennis survint. La Française Suzanne Lenglen disputa Wimbledon vêtue d'une jupe jusqu'aux mollets et les bras découverts. Par la suite, le style du tennis féminin devint plus décontracté. Dans les années 40, les femmes adoptèrent des shorts courts pour gagner en mobilité. Et cette évolution persista. Aujourd'hui encore, les robes de tennis subsistent, sans doute en partie par tradition. Mais elles sont confectionnées dans des matériaux différents et beaucoup plus courtes, laissant aux joueuses une totale liberté de mouvement. Et maintenant, vous souhaitez sans doute que je revienne à notre point de départ, le cyclisme. Comme vous le constatez, il s'agissait d'un autre sport prisé par les femmes et au début, elles portaient également des robes. Et oui, en 1899, le cyclisme n'en était encore qu'à ses débuts. Le sport n'est pas aussi ancien qu'on pourrait le croire. Le tout premier vélo fut certes inventé en 1817, mais il différait grandement de celui que nous connaissons aujourd'hui. D'abord, il ne possédait pas de pédales. On se propulsait simplement en marchant juché dessus. Ensuite, il comportait un cadre en bois et des roues en bois recouvertes de cuir avec des jantes en fer. Ce premier vélo suscita peu d'intérêt, puis tomba rapidement en désuétude. 40 ans plus tard, plusieurs inventeurs français conçurent de nouveaux prototypes, cette fois avec des pédales fixées à la roue avant. Étrange, mais cela fonctionna. Dans les années 1870, les créations devinrent encore plus audacieuses, avec des modèles dotés d'une roue avant surdimensionnée. Croyez-le ou non, ces engins connurent un succès fou. En 1884, Thomas Stevens entreprit un tour du monde sur l'un d'eux. Personnellement, je préférerais faire le tour de la planète sur mes propres jambes, mais ce monsieur était téméraire. Cependant, l'on comprit vite que ces vélos n'étaient pas sûrs pour tout le monde, et d'autres améliorations furent apportées. En 1885, la conception était presque parfaite. Les roues étaient de taille égale et la transmission par chaîne apparut. Peu après, les freins et les pneus furent perfectionnés, et nous en sommes encore là. Les femmes que j'observais chevauchaient déjà des bicyclettes modernes. Pour elles, le vélo représentait bien plus qu'un simple moyen de transport innovant et élégant. De nombreuses féministes reconnaissent que le vélo fut un moteur essentiel du mouvement suffragiste. Grâce à ce moyen de locomotion, elles gagnaient en indépendance et pouvaient parcourir des distances plus longues qu'auparavant. Elles voyageaient désormais sans chaperon, se rencontraient et socialisaient librement. On les avertissait des risques pour la santé, tels que problèmes cardiaques, jambes arquées ou varices, mais elles ne semblaient guère s'en soucier. Initialement, les dames circulaient vêtues des mêmes tenues que nous avons évoquées, longues robes, corsets et chapeaux. Des modèles spécifiques de bicyclettes pour femmes furent conçus, avec un cadre en col de cygne, particulièrement pratique pour leurs longues robes. Il existait même des épingles pour pédaler en jupe. L'avant et l'arrière étaient fixés ensemble, et le tour était joué. Toutefois, peu de temps après, les femmes ôtèrent leurs corsets et adoptèrent des vêtements plus adaptés. Les robes victoriennes disparurent peu après la fin de cette époque. Les cyclistes se mirent alors à porter des culottes bouffantes bien plus confortables. Ces dernières devinrent même un symbole du mouvement suffragiste, car nombre de militantes les revêtaient. En s'exerçant ainsi, les femmes devinrent progressivement plus athlétiques. En 1895, soit seulement 11 ans après le tour du monde de Thomas Stevens, Annie Londonderry Kopczowski devint la première femme à accomplir la même épreuve, un périple qui dura 15 mois.